Il est 12 heures partout au Sénégal et en temps universel. Bienvenue au grand journal de la RFM. Sommaire, avis de vent fort sur l'axe Saint-Louis-Dakar et sur la Petite Côte. La direction de la météo appelle à la vigilance et annonce des phénomènes dangereux pouvant occasionner des accidents en mer. Le traitement de choc contre les problèmes de prise en charge des urgences médicales, le ministère de la Santé exige que chaque cas d'urgence soit pris en charge de manière prioritaire. Les détails des mesures et les réactions dans ce journal. Journée nationale de nettoiement, test grandeur nature demain samedi. La première édition du Cleaning Day attendue avec espoir par les citoyens et les professionnels du secteur. Nyolank Nyobagn n'en démord pas. Le collectif a lancé ce matin une caravane de sensibilisation à Pikine et Guédiawaye contre la hausse du prix de l'électricité et pour la libération de Guy-Marie Sagna et compagnie. Les titres inter avec vous, Binta Diallo, bonjour. Bonjour Souleymane. L'assassinat du général iranien Soleimani sur ordre du président américain fait l'effet d'une bombe à travers le monde. Entre appel à la vengeance, l'Irak, l'Iran et le Hezbollah libanais ne décolleraient pas. Le premier ministre israélien écourte son voyage en Grèce. Paris et Berlin appellent au calme. Charles Blé Goudet rompt le silence de la haie où il se trouve. L'ex-leader des jeunes patriotes condamné à 20 ans de prison par contumace en Côte d'Ivoire parle de sanctions politiques et appelle le président Ouattara à la relance du processus de paix. A tout à l'heure pour les détails de tous ces titres. Les titres sport. Cher Tidiane Diagne, bonjour. Bonjour à vous Souleymane et bonjour à tous. Le déficit d'infrastructures sportives, la question se pose avec acuité au lendemain de la sortie du chef de l'État qui en annonce d'autres structures. Vous entendrez là-dessus le doyen Abdoulaye Diop qui parle donc de cette difficulté qui pose un sérieux problème aux sélections nationales mais aussi aux clubs locaux. Nous allons aussi parler du championnat ou alors du premier tour de la Coupe de la Ligue, pas de championnat ce week-end. En attraction, le match devant ce dimanche entre l'AS Pikine et le Yaraf de Dakar. On va aussi s'intéresser au championnat espagnol. C'est la 19e journée. À retenir que l'FC Barcelone est en déplacement chez l'Espagnol de Barcelone. C'est un derby local alors que son dauphin, le Real Madrid, joue demain samedi chez Getafe. Certainement, nous aurons le temps d'y revenir. Ce sera tout à l'heure dans le développement Souleymane. Le développement justement de ces informations dans le journal des sports dans quelques minutes. Mohamed Ali Mouba nous présentera la revue de presse et puis nous reviendrons sur les mesures du ministre de la Santé sur la prise en charge des urgences médicales dans notre rubrique Point de vue à la fin de cette édition. Mise en onde, d'abord cette alerte jaune lancée ce matin par la direction de l'exploitation de la météorologie. Avis de vent fort entre dimanche 5 janvier à 23h et mardi 7 janvier à 6h. Des vents forts, assez forts, pouvant aller jusqu'à 40 km à l'heure. Donc sur l'axe Dakar-Saint-Louis et sur la Petite Côte, des phénomènes dangereux prévus pourraient occasionner des accidents en mer. C'est pourquoi la météo appelle à une grande vigilance. Je vous propose d'entendre Hassan Dem de la Météo nationale avec Georges Détié-Diop. Nous avons lancé un avis de vent fort, donc un vent fort qui peut dépasser 40 km/h sur l'axe Dakar-Saint-Louis et la Petite Côte. Avis qui prendra effet à partir du dimanche 5 janvier 2020 à 23h au mardi 7 janvier à 6h du matin. Donc une vigilance absolue est de mise pour les pêcheurs et marins-pêcheurs car ce phénomène météorologique pourrait causer une perturbation pour la navigation maritime. Il y a danger parce que ce vent fort peut vraiment causer des collisions ou faire tomber les pirogues. Donc pour les non-pêcheurs, donc pour ceux qui pratiquent la pêche artisanale, donc c'est un risque qui est là, un risque réel qui peut causer des accidents en mer. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Parlons maintenant de la prise en charge des urgences dans les structures sanitaires publiques. Le ministère de la Santé prend des mesures pour la mise en œuvre du plan d'accélération pour l'amélioration de cette prise en charge. Il est demandé à tout directeur d'hôpital de veiller à ce que tout patient qui arrive en situation d'urgence soit pris en charge de manière prioritaire. Anna Rocha.
Dans sa note datée d'hier 2 janvier, le ministère de la Santé demande à tout établissement public d'assurer la prise en charge du patient. S'il n'y a pas de place ou si les conditions de prise en charge ne sont pas optimales, le directeur de l'hôpital en question doit organiser son transfert dans une autre structure sanitaire ou alors le faire en collaboration avec le SAMU. Troisième mesure, toute décision de transfert doit être validée par le médecin responsable de la garde. Par ailleurs, le ministère demande à ce qu'aucun patient ne soit référé vers une autre structure sans que la régulation ne soit faite au préalable. Cela pour s'assurer de la prise en charge à l'arrivée. Et selon la dernière mesure, aucun patient ne doit être évacué à bord d'un véhicule autre qu'une ambulance. Le ministre de la Santé ordonne également la joignabilité des médecins responsables de garde et des services d'accueil. Leurs téléphones doivent désormais être fonctionnels 24 heures sur 24. Bien sûr, se pose la question de la mise en œuvre de cette directive, mais le ministère de la Santé rassure, il promet d'accompagner les structures sanitaires en moyens financiers et matériel. La directrice des établissements publics de santé, Dr Fatoumba Issila, avec Georges Diop. Il reste évident qu'il faut une application rigoureuse de la note circulaire et ça la demande des moyens. Il va falloir maintenant accompagner et les médecins et les structures hospitalières et les centres de santé à la mise en œuvre. Quand on parle de prise en charge, ça va de l'infrastructure aux équipements, aux ressources humaines, et aux moyens financiers et aux médicaments. Ça, nous en sommes conscients et on est en train de dérouler. Là, c'est la première étape, mais les étapes vont suivre. Il y a des choses qui peuvent se faire au niveau des structures elles-mêmes parce qu'ils ont suffisamment de moyens. Pour d'autres, il faudrait que le ministère vienne en appui. Et tout cela sera peut-être soutenu par une supervision, un accompagnement et un suivi des données régulièrement tous les mois. C'est pas des menaces ni des sanctions. En réalité, dans la gestion d'une urgence, répond obéit à des normes. Et les structures doivent respecter les normes qui sont déclinées. Maintenant, ce n'est pas que la personne ne veuille pas appliquer bien la structure avec l'autorité qui la dirige, ne veuille pas appliquer. Peut-être qu'il se pose des questions de moyens. Là, on est obligé de les accompagner. Mais je ne pense pas que quelqu'un, une structure, ou bien un médecin, ou bien un responsable dit je ne vais pas appliquer. Ce n'est pas possible. Ça, la norme, une urgence, il y a une manière de la gérer. Maintenant, on ne la gère pas bien. Nous, on monitor. Si derrière, il y a des manquements, on va aller venir rectifier avec eux, voir quelles sont les causes et peut-être les accompagner. Mais ce n'est pas en termes de sanctions, je ne pense pas qu'on puisse en arriver à ça. Parce que notre rôle, nous, en tant que médecins, c'est de soigner, de traiter, faire en sorte que le malade puisse retrouver sa forme normale. Donc, je ne pense pas qu'à ce niveau de mise en œuvre, qu'on réfléchisse en termes de sanctions ou bien de voir quelqu'un qui veuille appliquer ou pas. Non, là n'est pas la question. Je vous rappelle que le ministère de la Santé a publié hier une note circulaire dans le cadre de l'amélioration de la prise en charge des urgences, mais on semble avoir mis la charrue avant les bœufs. Les services d'urgence sont plus souffrants que les patients eux-mêmes. Voici le commentaire à ce sujet d'Awambaye. D'après la note circulaire du ministre de la Santé, désormais, tout patient qui arrive en situation d'urgence doit être prioritairement pris en charge. Rien ne semble être nouveau dans le contenu du document publié hier. Mais le véritable problème dans les structures sanitaires, c'est la disponibilité des services d'urgence suffisamment dotés en équipement, en personnel qualifié, avec surtout des capacités d'accueil acceptables. Si ces points cités sont garantis par l'État, alors chaque service d'accueil pourra recevoir ses patients, les référer en cas de besoin et cela dans de très bonnes conditions. À Dakar, par exemple, seul l'hôpital principal de Dakar semble garantir la place à une centaine de patients. Les autres centres hospitaliers ou structures sanitaires font le service juste avec les moyens du bord. Au-delà de la capitale, le reste du pays essaye de s'adapter avec presque pas de moyens alors que les urgences sont multiformes et complexes. Chaque cas demande une prise en charge appropriée. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. RFM. Souleymane Niang. Les universités du Sénégal ont un nouveau directeur des bourses. Il s'agit de Khalifa Gaye. Un tour à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Des étudiants saluent cette nomination, espérant la fin de leur calvaire concernant le paiement des bourses.
Cependant, ils disent au nouveau directeur de ne pas céder à la pression de son ministre de tutelle. Amadou Sabarba. Daouda Diouf et ses camarades étudiants font la revue de presse devant un tableau où sont accrochés les journaux du jour. Le doctorant en lettres modernes salue la nomination du tout nouveau directeur des études. Je peux dire que les étudiants peuvent quand même avoir un ouf de soulagement. C'est un ancien du mouvement syndical, donc je pense qu'il maîtrise bien la question concernant les bourses et je pense qu'il fera également de son mieux. Cependant, Daouda demande à Khalifa Gaye d'être ferme par rapport à sa tutelle, le ministère de l'enseignement supérieur. Ce qui a poussé à Konaté à la sortie peut le guetter aussi. Et l'actuel ministre de l'enseignement supérieur a un passé douteux, en l'occurrence M. Cheikh Omar Anne. Aujourd'hui, je pense que cette trace au niveau de la direction du COUD, tous les étudiants sont au courant de cela. Je suis convaincu qu'il ne le laissera pas libre. Un autre chantier qui attend le directeur, l'octroi des bourses aux ayants droit, préconise Mansour Sène, alias colonel, étudiant en licence 3 au département d'anglais. La question des bourses, vraiment c'est ça qui bloque l'université quoi. Parfois on te dit qu'il y a des étudiants qui perçoivent les bourses alors qu'ils ne sont plus des étudiants. Ça aussi c'est des choses qu'on doit régler, c'est le contribuable sénégalais. Donc on doit donner aux étudiants les plus méritants, ou bien les étudiants qui méritent ces bourses-là. Khalifa Gaye, enseignant à l'université Hassan Sek de Ziguinchor, succède Lansana Conté. Mais les pensionnaires de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar s'interrogent toujours sur les raisons de la démission de l'ancien directeur des bourses. À 12h et bientôt 12 minutes, parlons maintenant de la journée du nettoiement lancée demain à Mermoz. C'est déjà l'effervescence. Les talibés de Serigne Modou Kara sont à pied d'œuvre. Les routes de Ouakam sont toutes propres. Les Sénégalais rencontrés aussi adhèrent à cette idée du président de la République. Mais la plupart d'entre eux estiment que c'est bien de nettoyer, mais il faut veiller à ne plus salir les rues de la capitale. Reportage Salimata Aou. Ils ont envahi les rues du quartier Mermoz avec des râteaux et toutes sortes de matériaux pour le nettoyage. Les talibés de Serigne Modou Kara n'ont pas attendu l'appel du président de la République pour procéder au nettoiement des quartiers. Mounirou, un des talibés de Serigne Modou Kara. Certes, le programme ça débute le samedi, et lui, il nous a demandé de commencer ça le vendredi. Ça a un double sens. Parce que nous sommes des musulmans. Tu sais, dans les pays islamiques même, c'est le vendredi qui fait fonction de dimanche. On pense qu'il y a tout ça qui a motivé les raisons pour lesquelles il nous a demandé d'effectuer ce stage le jour du vendredi. À la Médina, Babacar salue cette initiative et invite tous les Sénégalais à participer massivement au Set Setal. Je trouve que c'est une bonne idée. Il faut que les Sénégalais participent. En tout cas, moi, je suis prêt. Si, pourquoi pas. Ousmane habite les Parcelles Assainies. Il estime que c'est bien de nettoyer, mais il faut éviter de salir. C'est mieux. Il faut éviter de salir, jeter des ordures partout, c'est mauvais. Je demande à tous les habitants des Parcelles Assainies de participer massivement. Le samedi du nettoiement sera lancé. Ce samedi, un grand prix du chef de l'État contre l'insalubrité sanctionne ces opérations de Set Setal. À propos de ces opérations, justement, les travailleurs du nettoiement vont accompagner le chef de l'État dans sa vision pour un Sénégal propre. Ils vont se mobiliser demain samedi dans le cadre du Cleaning Day. Ils annoncent qu'ils comptent assurer le suivi, mais le souci, c'est le manque de moyens et la précarité des agents du nettoiement. Doudou Sarr, secrétaire général adjoint du syndicat national du regroupement des travailleurs du nettoiement, est joint par Barthélémy Ngom. Nous avons choisi et nous soutenons aujourd'hui le président de la République dans sa vision et nous l'accompagnerons. Et d'ailleurs, non seulement nous l'accompagnerons bien sûr dans cette vision, mais nous allons assurer effectivement le suivi assidu vraiment de ce programme. Parce que nous avons le devoir moral d'ailleurs de le faire. D'ailleurs, c'est pourquoi le président, du moins le coordonnateur de l'UCG, M. Ousmane Daou, a compris cela. C'est pourquoi depuis son arrivée à la tête de cette structure, il a entamé vraiment des réformes vraiment majeures. Alors, M. Sarr, vous vous réjouissez de cette initiative du chef de l'État. Vous allez également l'accompagner. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que les travailleurs du nettoiement n'ont pas souvent les moyens nécessaires en équipement et autres. On constate également que les travailleurs sont dans la précarité. Est-ce que ce sera facile pour vous? Vous avez parfaitement raison. Il n'a jamais été de mémoire dans le secteur du nettoiement
aujourd'hui où les travailleurs, bien sûr, soient dans des conditions optimales de travail. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'UCG doit bénéficier d'un autre cadre institutionnel pour permettre, bien entendu, à ces structures de mener à bien sa mission. Comme vous le savez, il y a pas mal de structures qui ont eu à marquer leur passage dans le Russie du passé, comme bien entendu de la Russie municipale en passant par la SIAS, la SWADIP, l'AMA Sénégal, UCG, Dakar. Donc, quand même, il y a toujours un flot institutionnel dans ce secteur. Mais aujourd'hui, si, par exemple, la nouvelle structure, bien entendu, a un cadre institutionnel, c'est-à-dire mettre une agence sur place, je pense qu'au moins, l'UCG pourrait mener à bien sa mission pour un devenir plus probant de ces travailleurs. Ou ces travailleurs, effectivement, vivent dans la précarité avec des conditions très déplorables, certes. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec l'installation d'une agence, les travailleurs, par exemple, vont vivre également vraiment dans un milieu beaucoup plus probant que vraiment celle du passé. Le gouverneur de Kaolack invite les Kaolackois à se mobiliser pour ce samedi pour toucher tous les coins et recoins de la ville. Il faut que Kaolack profite de ce slogan pour se départir de son sobriquet de ville la plus sale du Sénégal, selon Alioune Badara Mbengue, qui lance un appel à la population. Ces propos sont recueillis par Ibrahima Djamé. Quand vous dites Kaolack, les gens pensent à la saleté. Quand vous dites Kaolack, les gens pensent au problème d'assainissement. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que Kaolack ne peut pas être en reste. Nous, déjà, on avait depuis le mois de juin organisé ici un CRD pour préparer toutes ces opérations. On était fin prêt. On attendait que le coup d'envoi des plus hautes autorités pour pouvoir démarrer ces opérations. C'est maintenant chose faite. C'est la raison pour laquelle je lance un appel solennel et à toutes les populations, à tous les segments de la population de Kaolack pour que dès ce samedi 4 janvier 2020, à partir de 9h, qu'on se retrouve tous à la gare routière, communément appelée Garage Dakar, ici à Kaolack, pour démarrer avec donc les chauffeurs, avec les responsables de la gare routière, avec les apprentis, avec les coxeurs et avec toutes les populations, cette opération donc de nettoiement de la ville de Kaolack dans le cadre donc du démarrage de l'opération Sénégal zéro déchet. RFM, la radio de toute l'actualité. Caravane de sensibilisation sur la hausse du prix de l'électricité. Nyolank Nyombagne n'en démord pas. Entre distribution de flyers et discours, le collectif a fustigé les dernières factures salées du courant. L'activité de Nyolank Nyombagne section banlieue a vécu ce matin à Guédiawaye, toutefois avec 2 heures de retard. Salif Sow. Finalement, la caravane s'est lancée dans les rues de Guédiawaye à 11h. Point de départ, Rond-Point Canada. Le collectif cible les points de rassemblement de la ville. On va commencer d'abord par marché Sam, ensuite Amos 6, marché Ndiarem. Donc remonter à marche verte pour sortir, entrer à Gounas et terminer à Pékin. À la place des traditionnelles marches et autres sit-ins, c'est une tournée. Nyolank Nyombagne explique son changement de stratégie. Il devait entrer dans le cadre de la diversification du combat. Ci bokk nak ñu légui dem ci askan wi def ay visites de proximité. Donc voilà pour sensibiliser les. On est vidé de nos maigres revenus. Ils avaient 3 tours d'horloge pour parler aux consommateurs sur la hausse du prix de l'électricité. Entre distribution de flyers et discours, le collectif passe son message. Lui l'a bien perçu. Ñu ngi bëgg a dee courant dafa cher ñu ngi dem maa ngi dem fay 8000 mais fu mu toll nii facture dafa cher bëgg a dee instant yi maa ngi fay 25000 jëm kaw 8000 laa daan fay loolu mënul nekk c'est impossible. La caravane était sous haute surveillance policière. Nyolank banlieue a eu du mal tout de même à mobiliser du monde ce vendredi matin. Dans l'après-midi, le même combat, la même stratégie sera menée à Pékin. C'est un prélude de la marche nationale du 10 janvier à Koloban, à Nyolank, section banlieue. Encore une fois, courant. Salif Sow, Guédiawaye, Radio Futur Média. Toujours dans l'actualité sociale, en mot d'éducation, les enseignants du lycée Djignabo de Ziguinchor sont en grève ce vendredi. C'est le redéploiement de l'un de leurs camarades en pleine année scolaire qui est à l'origine de ce mouvement d'humeur. Les professeurs disent avoir épuisé toutes les voies diplomatiques et être contraints à ce bras de fer avec l'inspecteur d'académie de la région de Ziguinchor. Il n'exclut pas de durcir le ton si l'autorité académique ne revient pas sur sa décision. Correspondance à Ziguinchor, Lamine Bar.
Le redéploiement d'un enseignant du lycée d'Ignabo vers un collège par l'inspecteur d'académie de Ziguinchor est considéré comme l'acte de trop par les enseignants du plus vieux lycée de la région. Pour eux, cela relève de l'injustice qu'ils ne sont pas prêts de cautionner. Ils ont, pour ce faire, boycotté ce matin les cours et tenu une assemblée générale pour le signifier aux autorités. Honoré Manga, secrétaire général de l'intersyndicale des enseignants du lycée d'Ignabo. Nous avons reçu une note de service de l'IA et un OS qui mute un de notre collègue vers le CM NEMA 2. Sous prétexte que le collègue du lycée d'Ignabo, il est bivalent. Cette décision est une injustice notoire que nous ne devrons pas accepter et que nous n'allons pas accepter. Nous mènerons le combat jusqu'à ce que l'IA recule. C'est une humiliation et il n'est pas à sa première fois. Nous avons vu des chefs d'établissement qui ont été relevés et qui ont été remis dans les salles de classe. L'inspecteur d'académie de Ziguinchor, Siaka Goudiaby, subit la furie des enseignants au moment où il quitte la région. Son remplaçant, Cher Faye, réputé diplomate aux yeux de l'intersyndicale, est attendu sur le terrain de la résolution de ce problème. Au nouveau IA qui viendra, parce que nous avons appris du bien sur lui. On nous dit que c'est un diplomate. C'est quelqu'un qui écoute les gens et nous lui lançons l'appel pour lui dire qu'il va trouver une situation qui est là. Et nous pensons qu'avec sa diplomatie, il pourra gérer cette situation-là pour que enfin nous puissions retourner dans les salles de classe. Au nom de l'inspecteur d'académie de Ziguinchor, des responsables du G6 disent ne pas être en phase avec la décision des enseignants du lycée d'Ignabo. Ils estiment que l'inspecteur d'académie a pris cette décision sur des bases consensuelles obtenues suite à des discussions portant sur la nécessité de procéder à des redéploiements pour des enseignements de qualité. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Bonjour Binta Diallo. Bonjour Souleymane. La mort du général iranien Qassem Soleimani provoque un tsunami international. Une véritable onde de choc entre indignation, dénonciation et réaction musclée. Le général iranien Soleimani, tué dans un raid américain sur instruction du président Trump, appelle à la vengeance par le Hezbollah libanais. Le guide suprême iranien menace de venger la mort du général. Le premier ministre israélien écourte son voyage en Grèce. Paris et Berlin appellent au calme. Les États-Unis demandent à leurs ressortissants de quitter l'Irak immédiatement. Le point avec Koumba Sandiane Faye. Le premier ministre démissionnaire irakien Adel Abdel Mahdi a estimé ce vendredi que le raid américain qui a tué dans la nuit de ce jeudi le général iranien Qassem Soleimani et son lieutenant en Irak Abu Mehdi al-Muhandis allait déclencher une guerre dévastatrice. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a interrompu ce vendredi son voyage officiel en Grèce afin de rentrer en Israël après l'annonce du décès de ce chef souvent accusé par Israël de préparer des attaques contre l'État hébreu. La France a plaidé pour la stabilité au Moyen-Orient après la mort du général Qassem Soleimani. Le pouvoir syrien a dénoncé et parle de lâche agression américaine, une grave escalade pour le Moyen-Orient. La Chine, par la voix de son porte-parole de la diplomatie Geng Shuang, les parties concernées, en particulier les États-Unis, doivent faire preuve de retenue. Le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominique Raab, a rappelé toutes les parties à la désescalade. La Russie, de son côté, a mis en garde ce vendredi contre les conséquences de cet assassinat ciblé à Bagdad du général. Moscou parle de frappe américaine ardeuse qui va se traduire par un accroissement des tensions dans la région. Et toujours par rapport à cette frappe au Liban, le chef du mouvement chiite libanais Hezbollah, grand allié de l'Iran, a promis de son côté ce qu'il appelle le juste châtiment aux assassins criminels responsables de la mort du général iranien Qassem Soleimani. Retour en Afrique, Charles Blé Goudé réagit suite à sa condamnation par contumace à 20 ans de prison ferme. Il était le leader des jeunes patriotes en Côte d'Ivoire, jugé par la CPI pour crime, entre autres délits, tout comme l'ancien président Laurent Gbagbo, finalement acquittés tous les deux par la Cour pénale internationale, mais condamnés encore tous les deux pour les mêmes faits par la justice ivoirienne à 20 ans de prison ferme chacun. Charles Blé Goudé parle de sanctions politiques et appelle le président Ouattara à relancer le processus de paix au micro de nos confrères de RFI. Le président Laurent Gbagbo, c'est un adversaire redoutable. C'est quelqu'un qui aujourd'hui compte en Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé, qui vient d'être condamné à 20 ans, c'est quelqu'un qui compte en Côte d'Ivoire. Alors cette distribution de condamnations comme des petits bonbons ne rassure pas. Moi, je voudrais inviter le chef de l'État ivoirien à nous
rejoindre dans le processus de paix, il ne faut pas qu'il affiche une fébrilité qui humilie la Côte d'Ivoire. Il faut qu'il accepte des compétitions élues. Je suis surpris que c'est ce monsieur-là qui aujourd'hui, au lieu d'établir un État démocratique tout à son honneur, il passe son temps à instrumentaliser la justice pour satisfaire son agenda politique. Si tel est que nous recherchons la paix, mais d'un claquement de doigts, le président Alassane Ouattara a le pouvoir de nous réunir, nous tous, pour que nous puissions discuter. N'est-il pas vrai qu'il y a eu une table ronde à Marcoussis et que les Ivoiriens ont quitté Abidjan pour venir se réunir en France? Nous étions en 2003. Aujourd'hui, que Laurent Gbagbo, que Charles Blé Goudé sont ici en Europe, pas de leur fait. Si le président Alassane Ouattara veut vraiment discuter, il sait comment nous réunir. Et moi, je le supplie, je lui lance encore cet appel-là de réunir les acteurs politiques ivoiriens pour vider le dossier post-électoral. Il faut éviter de remuer le couteau dans une plaie à peine cicatrisée. En Mauritanie, l'opposition se prépare à une marche. L'annonce a été faite par l'opposant Khan Hamidou Baba, une marche contre l'exclusion de citoyens et des communautés des institutions de la République et du domaine économique. L'ex-candidat à la présidentielle de juin dernier était en conférence de presse à Nouakchott au micro de Mohamed Diop. Nous avons le sentiment que le nouveau pouvoir ne s'attaque pas fondamentalement à ces questions, ne s'attaque pas aux questions de fond, qu'il s'agisse de la question de l'unité nationale, ou qu'il s'agisse de la question de la démocratie ou du partage des richesses dans ce pays. Par conséquent, nous pensons qu'il nous faut exercer suffisamment de pression pour qu'on ait un dialogue responsable, un dialogue pour sortir les pays de l'ornière. Un dialogue qui permettra en fait à ce qu'aucun Mauritanien ne soit laissé sur le bord de la route. Je ne parle pas de communauté entière, tout entière. Donc par conséquent, nous allons programmer cette marche contre l'exclusion pour le mois d'avril. La situation sécuritaire au Mali préoccupe l'ONU. Son secrétaire général, selon RFI, déplore les retards notés dans l'application de l'accord de paix de 2015 et l'insécurité croissante due à la prolifération des groupes terroristes au Nord Mali. Antonio Guterres parle d'incertitude sur la suite du dialogue national lancé par Bamako. C'est tout, Souleymane, pour cette page internationale. Merci Binta Diallo. Point de vue aujourd'hui sur les nouvelles mesures rappelées dans la note circulaire du ministre de la Santé publiée hier sur la prise en charge donc des urgences médicales. Pour en parler, nous serons avec le docteur Yeri Camara, secrétaire général du SAMES, le syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Sénégal, ainsi qu'avec Saliou Diallo, ancien directeur des établissements publics de santé du Sénégal. Le journal des sports avec vous, cher Tidiane Diagne. D'abord, le déficit d'infrastructures sportives, un problème réel au Sénégal. Oui, ce qui est lourd de conséquences, portant même préjudice aux équipes sénégalaises, mais aussi aux clubs et autres sélections nationales. Rectifier le tir pourrait porter ses fruits, permettant au Sénégal de gravir des échelons. Ce sont là les propos du chroniqueur sportif de la RFM, le doyen Abdoulaye Diaw, qui était ce matin dans la RFM Matin. La génération 2002 aurait pu gagner à domicile la Coupe d'Afrique des Nations. 2002. L'actuelle génération aurait aussi pu gagner la Coupe d'Afrique des Nations à domicile. Regardez leur passé. Rares sont les défaites de ces deux générations à domicile. Un observateur vous dit, un observateur neutre, si vous n'avez pas perdu depuis 10 matchs à domicile, en d'autres termes, vous aurez pu gagner une compétition africaine à domicile. Mais le Sénégal ne peut pas organiser à domicile parce que le Sénégal n'est pas aux normes. Parce que certains, pendant longtemps, ont confondu le football sénégalais à des Sénégalais. Les résultats du moment, en équipe nationale, quand on vous dit que l'équipe nationale du Sénégal est première africaine et 20e mondiale, ce n'est pas le résultat du football sénégalais. Il est temps que le Sénégal soit doté d'infrastructures modernes de ce genre. Et ceci depuis, je le rappelais tout à l'heure, des générations. J'ai fait seulement allusion à celles-là qui ont eu à jouer une finale de Coupe d'Afrique à l'extérieur pour la perdre. Ce débat fait suite à la sortie du chef de l'État lors du discours à la nation, le président Macky Sall, qui a annoncé la construction d'un stade olympique pouvant accueillir plusieurs compétitions. Ce sera donc à l'occasion des JOJ prévus en 2022 au Sénégal. Pendant ce temps, Souleymane, il faut le préciser, que les clubs sénégalais peinent à avoir en tout cas de bons terrains pour y faire leur passion, c'est-à-dire jouer donc le championnat de Ligue 1, de Ligue 2, entre autres difficultés que vit plutôt la Ligue
Ligue sénégalaise de football professionnel. Dans ce contexte, cher Tidiane, pas de championnat ce week-end. La Coupe de la Ligue est au rendez-vous. Ah oui, on aura certainement des terrains pour y jouer en attendant donc de revenir sur cette promesse du chef de l'État. Donc demain samedi, avec le premier tour de la Coupe de la Ligue, à 16h, J-Fatigue joue contre Amitié FC, 18h30, Diamono de Fatigue, Niambour de Louga. La Renaissance de Dakar est en déplacement à Bourg demain samedi pour jouer Demba Diop FC. Union sportive de Wakam Kermayor est aussi prévue demain samedi à 18h, Nyaritali, Linguère de Saint-Louis. Le choc va opposer cependant le dimanche l'AS Pikine au Giraffe de Dakar. Match prévu au stade Alassane Djigo. Ce sera à partir de 17h. Suleiman, nous allons enchaîner sur autre chose. Pour clore ce journal justement, le championnat d'Espagne. Oui, on va s'intéresser d'abord au leader, l'FC Barcelone, qui devance de 2 points son dauphin. Il s'agit du Real Madrid, l'FC Barcelone, donc, qui va jouer demain contre Espanyol de Barcelone. Match prévu à partir de 20h. Mais avant cela, à 15h, son dauphin de Real Madrid est en déplacement chez Getafe. Pour la conquête de cette première place, pour le reste des autres rencontres, c'est entre samedi et dimanche. Nous aurons certainement le temps de revenir en détail sur les résultats de la 19e journée de la Liga espagnole, Suleiman. Merci, Chartienne. La presse de ce vendredi 3 janvier 2020, lue et commentée par Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Le régime du président Macky Sall, coup de frein dans la croissance. L'UEMOA, qui évalue ainsi le Sénégal, fait passer les indicateurs de 6,7% en 2018 à 6,0% en 2019, soit une baisse de 0,7%. Une petite baisse, mais quelle baisse, semble indiquer le quotidien LAS, lequel confrère estime que notre pays va répondre absent au rendez-vous des conditions de convergence commune. C'est pour cela d'ailleurs que la commission de l'UEMOA invite le Sénégal à prendre les dispositions en vue de la mobilisation des recettes pour accroître l'espace budgétaire, la mise en place de conditions optimales pour le démarrage effectif de l'exploitation du pétrole et du gaz en 2022. Conclusion de l'Observateur: Sénégal, mauvais compte et croissance en baisse. Les chantiers de Macky Sall. Conclusion de l'Observateur: Sénégal, mauvais compte et croissance en baisse. Les chantiers de Macky Sall, justement, l'Observateur parle là aussi de loupé du président. En 2019, il n'y a pas eu de fast track. Le problème, l'expert en management Abdou Aziz Tall l'identifie dans la prise de décision qui n'offre selon lui aucune possibilité de mener une étude approfondie. Économie toujours. Ce dossier du journal enquête sur la nouvelle monnaie de l'UEMOA, passage du CFA à l'écho, le vert est dans la parité selon le journal. Le confrère note que les pays de l'Afrique, notamment ceux de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, ne sont pas les seuls à opter pour un taux de change fixe ou une parité fixe de leur monnaie. En Asie, en Amérique, au Moyen-Orient, certaines économies ont leur monnaie arrimée à l'euro ou au dollar américain. Mais selon le FMI, vaut mieux avoir un régime de change entièrement souple pour rendre efficace le ciblage de l'inflation. L'opposition se prononce ce matin dans la presse sénégalaise sur la sortie du président Macky Sall sur un éventuel troisième mandat. Le journal Le Quotidien résume le sentiment le plus partagé. L'opposition dit ni oui ni non de Macky Sall. Si le PDS estime que le président prend les Sénégalais pour des demeurés, Pastef de Ousmane Sonko dénonce lui beaucoup de légèreté et de manquement, tout comme Taxawu Dakar qui dit rester sur sa faim. Au sujet du dialogue national, cette même opposition parle toutefois là un langage différent. Walfadri passe à la loupe. Les députés Mamadou Lamine Diallo et Diop Decroix s'envoient des flèches. Le premier accuse le dialogue d'être un gouffre financier, 10 millions par jour et un prétexte pour Macky de recruter des opposants. Réponse de Mamadou Diop Decroix dans le journal Les Échos. Pourquoi les héros du clavier et de la souris ne remplacent-ils pas les dialogueurs dans la rue? En réalité, ils ne le feront pas parce qu'ils en sont incapables. Abdoulaye Nguer de fusiller ainsi Mamadou Lamine Diallo, c'est un écrit. L'opposition, c'est le FRN, non à ses opposants 2.0. Bamayaï de l'achever ainsi pour qui roule réellement ce radical de Bush, l'homme de l'or de Kédougou. La criminalisation du viol, la loi de la peur, le journal L'Observateur s'explique. Pour le confrère, criminaliser les délits de viol et de pédophilie, ce projet de loi voté dernièrement à l'unanimité à l'Assemblée nationale attend d'être promulgué par le chef de l'État. Une victoire pour les organisations féministes et de défense des droits des femmes et personnes vulnérables qui ne fait pas l'unanimité toutefois dans les milieux judiciaires et religieux. L'Observateur a donné la parole aux acteurs. C'est une porte ouverte aux abus, dénoncent certains. Les effets pervers de la loi Latif Gueye
conseillers rappelés à lire à la page 9 du journal L'Observateur. Dans Source-A, révélation sur des centres de contrôle technique des véhicules des hommes et des privés et le rôle de l'État dans tout cela. Le confrère note que l'État du Sénégal a décidé de procéder par des appels d'offres pour désigner les opérateurs privés désireux de se lancer dans ce créneau. Mais les soumissionnaires qui seront retenus auront en charge de construire les centres et les doter de tout le matériel adéquat inhérent à leur fonctionnalité. Bureau Veritas qui gère le centre de contrôle technique de Anne et qui est crédité de n'avoir pas réalisé les investissements attendus de lui à lire dans un Source-A de ce matin. Et puis, sport, pisté avec insistance. Pourquoi Sadio Mané doit rejoindre le Real de Madrid? Stade Quotidien nous explique que la star sénégalaise peut remplacer valablement Bale, le titre presque acquis comme dernier défi en Angleterre. Le privilège d'être 7e africain à la Maison Blanche aussi. Dans Sunulam, Gris Bordeaux sur le point de signer son retour. Mon combat sera bientôt ficelé, dit-il. Boignan 2, un farceur. Forza doit ranger ses coups pour trouver un combat. Serigne Ndiaye 2 a un énorme potentiel. Gris 2 peut rebondir. Gris Bordeaux se lâche. Il est à cœur ouvert avec nos confrères du journal Sunulam. Bonne lecture à tous.